Merci à vous tous, en tout cas, de réagir comme ça. Très bien. Qu'est-ce que les photos révèlent de nous? Eh bien, c'est un dossier que nous allons ouvrir avec Christine Olivucci qui nous rejoint, qui vient d'écrire ces photos qui nous parlent. Et on va se rendre compte que les photos peuvent être utilisées aussi en psychothérapie. Pourquoi prenons-nous des photos? Qu'est-ce que cela nous apporte? Que nous dites-vous dans ce livre? Disons qu'on prend des photos déjà pour avoir une trace de sa propre existence, pour garder une empreinte de ce qui a été vécu. Ça, je pense que c'est la première chose, cette preuve d'existence. Ensuite, on prend aussi des photos pour pouvoir les partager, surtout maintenant. On prend beaucoup de photos sur ces lieux de vacances parce qu'il y a tellement de choses à voir que c'est une manière aussi de se confronter avec le monde, de pouvoir ensuite assimiler ce qui a été vu et de pouvoir les regarder plus tard. Donc il y a plein de raisons. Alors, à contrario, il y en a qui ne prennent jamais de photos, il y en a qui ne se laissent jamais photographier. Qu'est-ce que cela peut-il signifier? Qu'est-ce que cela peut signifier? Ça suffit. Disons que dans les personnes qui ne prennent pas de photos, il y a certaines personnes qui disent qu'elles ne font pas partie de l'événement si elles ne prennent pas les photos. Elles ne peuvent pas à la fois vivre l'événement et être avec une sorte de médiateur que serait l'appareil photo. Ça, c'est une des raisons. Celles qui ne se laissent pas photographier, il peut y avoir un problème d'image. Très souvent. D'ailleurs, c'est un peu dommage qu'on trouve des photos de famille où il y a une seule personne qui prend les photos, qui n'y est jamais. Ça peut être le problème d'image, comme ça peut être, avoir Et ceux qui ne regardent jamais des photos, des anciennes photos, d'albums de photos? Il y a ceux qui n'en ont pas, qui n'ont pas accès à ces albums photos, parce que c'est quand même pas... Il y a toujours une personne qui garde ces photos, mais qui ne reviennent jamais, vous voulez dire, sur... Il y a la peur. Il y a la peur de confronter. Alors, il peut y avoir la peur de... On recontacte un album photo ou ses anciennes photos à des moments particuliers dans sa vie, par exemple pour les montrer à ses enfants, pour réinscrire quelqu'un qui vient de naître, par exemple, ou dans la famille. Donc, pour retracer un petit peu ces moments-là. Et puis, quand on commence à vieillir un peu, on peut quand même regarder à nouveau ces photos d'adolescence, se replonger dans ces photos-là. Et quand on fait un travail thérapeutique, bien évidemment. Alors, les albums de photos, justement, en travail thérapeutique, c'est ça qui est très intéressant. En fait, Christine Olivucci a fait quelque chose qui est assez nouveau. Vous êtes spécialiste de l'analyse transgénérationnelle, c'est-à-dire on analyse à travers les générations, les parents, les grands-parents, les petits-enfants, etc. Et vous avez pris pour support de travail la photo. Et je pense que c'est une idée absolument géniale. Parce que quand on porte son regard sur une photo, il faut essayer de s'en détacher pour essayer de comprendre pourquoi les gens sont placés de telle manière, qui sont les gens qui y sont, qui sont les gens qui n'y sont pas, les sourires, les mains qui s'effleurent, etc. Et on s'aperçoit en analysant les photos sur plusieurs générations, donc quand on a des photos, c'est génial, et c'est comme ça qu'on peut travailler avec vous. Quand on a des photos, on peut mieux se comprendre. Et c'est ainsi qu'on a été à la rencontre d'Aurélie. Aurélie, elle a bientôt 37 ans. Et Aurélie, elle a une très jolie vie, mais elle a quelque chose qui ne va pas du tout dans sa vie, c'est qu'elle n'arrive pas à construire quelque chose avec un homme. Tous les hommes qu'elle a rencontrés, ou ils n'étaient pas disponibles, ou ils ne voulaient pas construire, ou ils n'étaient pas libres. Et donc, elle s'est demandé pourquoi, à 37 ans, elle était maudite. C'est le mot qu'elle utilise. Donc, elle est allée voir un psychothérapeute spécialiste de la transgénération avec les photos. Et en exhumant les photos de ses grands-parents, même de ses trisaïeuls, arrière-grand-père, elle a compris aussi bien du côté paternel que du côté maternel qu'est-ce qui clochait dans les générations précédentes. Et ça lui a permis de se libérer d'un très lourd fardeau. Regardez. Lasse de vivre des histoires d'amour impossibles, Aurélie a pressenti un jour qu'il fallait qu'elle interroge ses photos de famille pour comprendre pourquoi, à bientôt 37 ans, elle était toujours célibataire. Je me sentais un peu maudite au niveau sentimental, on va dire. Et donc, j'ai décidé d'aller voir une analyse transgénérationnelle qui travaillait donc à partir des photos de famille. J'ai commencé à essayer de trouver des photos de couples qui avaient l'air heureux, des photos de mariage, ce genre de choses. Et en fait, je n'avais jamais de photos de couple unis. Les premiers clichés sur lesquels Aurélie va travailler sont ceux de son arrière-arrière-arrière-grand-père maternel Léonard, parti se battre aux Antilles en 1870, en laissant derrière lui sa fiancée Marie. Et quand il est revenu, on avait marié cette Marie de force. Le cœur en miettes, Léonard se résoudra à prendre femme. Sa descendance comprendra 10 enfants, 4 garçons et 6 filles. Parmi les 6 filles, en fait, où elles sont restées vieilles filles, où elles n'ont pas eu d'enfants, enfin, il n'y a jamais eu vraiment d'histoire réussie. Parmi les garçons, seul l'arrière-grand-père d'Aurélie survivra à la Grande Guerre. Il aura 2 enfants, dont la grand-mère d'Aurélie, qui, elle non plus, ne semblait pas former un couple très épanoui avec son mari. J'ai trouvé que des photos d'eux séparées, c'est-à-dire ma grand-mère avec un cavalier, ma grand-mère avec une amie, ou alors mon grand-père avec
sa cousine. La seule photo de mariage que j'ai retrouvée de ma grand-mère et de mon grand-père, en fait, elle est avec son père et une petite cousine. Autant de photos qui traduisent la solitude de ces couples mal accordés. En enquêtant plus tard sur sa branche paternelle, Aurélie va tomber sur des histoires d'adultère. J'ai découvert par exemple que ma grand-mère paternelle donc, était née en 1916, sauf que son père était prisonnier de guerre de 14 à 18. Donc en fait, elle ne pouvait pas être sa fille légitime. En fouillant encore un peu plus profondément son passé, Aurélie va découvrir que son grand-père était lui aussi né d'une liaison illégitime. Ce qui pourrait expliquer pourquoi ces deux êtres sont tombés un jour amoureux l'un de l'autre. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les gens se retrouvent aussi en couple parce qu'ils ont des histoires similaires finalement. En exhumant ces photos de famille, Aurélie est parvenue à dénouer des nœuds qui l'empêchaient de s'attacher à des hommes libres et disposés à construire. De retrouver des histoires d'enfants illégitimes, d'adultère, de tromperie, ça a eu des répercussions inconsciemment parce que des choses qui n'ont pas du tout été avouées. Et du coup, je l'ai retrouvée dans mes histoires en étant souvent attirée par des histoires d'amour impossibles. Les photos, ça a été vraiment mon premier outil pour poser des questions et me reconnecter avec mes racines. Ça m'a permis de me détacher de cette histoire et aujourd'hui je me sens complètement libre par rapport à mes choix et par rapport à l'avenir. Il y a quand même plus d'obstruction en fait à ce que je vive les choses sereinement et joyeusement. Travail super efficace apparemment, qu'en pensez-vous? Oui, c'est typique du travail qu'on peut effectuer avec ces photos comme support dans un travail d'analyse transgénérationnelle ou un travail thérapeutique, parce que sur ces photos, comme elle l'explique très bien, on peut constater en effet que quand on demande à quelqu'un d'apporter des photos de sa famille, il peut ne pas y avoir de photos de couple, pas du tout. D'ailleurs, dans les mariages qui n'ont pas été des mariages autorisés, il se peut qu'il n'y ait aucune photo de mariage. Les mariages où la femme est enceinte, on a des photos qui ne sont pas en pied, mais comme ça. Enfin, donc on peut voir beaucoup de choses par rapport aux photos de famille. À condition, vous le dites, de bien savoir avoir un nouveau regard sur ces photos, se détacher de tout l'historique familial et du roman familial. C'est ça, il faut se détacher vraiment du roman familial si on veut interroger ces photos, c'est-à-dire les regarder comme on regarderait un tableau, voir un peu la configuration quand on a un groupe familial, c'est-à-dire voir la configuration, qui est à côté de qui, les rapprochements, les regards qui s'échangent, la gestuelle. Sur une répétition de photos, on peut voir que certaines personnes sont toujours à côté les uns des autres, tel enfant à côté de tel parent, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se révéler, enfin la partie invisible, on va dire, de l'image idéale que l'on voudrait donner de la famille. Et même les poses de certains sont très intéressantes. Vous le dites très bien, il y a des photos où il y a une petite fille, elle prend toujours la pose. Elle prend des poses un peu aguicheuses. En fait, c'est parce qu'elle n'a pas sa place dans la famille et qu'elle fait tout pour attirer l'attention et le regard sur elle. Et celui qui fait des oreilles de lapin au grand-père ou qui est facétieux, petit? Alors là, je dirais que ce sont les enfants qui essaient d'échapper à ce qu'on leur impose, c'est-à-dire d'être objet photographique, parce que les enfants, c'est plutôt ça. On leur dit fais ci, fais ça, mets-toi ci, fais un joli sourire. Voilà, ils essaient de s'aborder l'image idéale qu'on voudrait donner du groupe familial. Voilà. Alors, la façon dont sont rangées ces photos, si elles sont dans un album, dans une boîte, sous un matelas, qu'est-ce que ça dit? Alors, c'est intéressant de voir, en effet, il y a la question de la valise, moi, que j'aime beaucoup, parce que la valise, c'est vraiment quelque chose d'assez archaïque. On voit que quand on doit partir, il y a cette idée d'urgence. Quand on part, on pourrait emporter toute la mémoire familiale avec toutes ces photos. Bon, après, il y a des photos qu'on cache dans des endroits bien particuliers parce que c'est des photos intimes, qui ne doivent pas être à la vue de tous. Et vous avez des anecdotes très révélatrices, comme par exemple cette femme qui a caché les photos de son mari dans un dictionnaire médical. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que cette femme avait perdu son mari, de maladie, suite à une guerre où il était parti, au moment où elle était enceinte de sa deuxième fille. Et donc, la question de la naissance des enfants, etc., était liée à la maladie. Donc ces photos d'enfants étaient dans le dictionnaire médical, comme si on pouvait redonner vie au mari. Alors les temps changent. Autrefois, évidemment, prendre une photo, ça supposait un cérémonial, on prenait la pose, etc., on organisait la photo. Aujourd'hui, on mitraille à tout va avec les portables. Qu'est-ce que ça dit, tout ça? Est-ce un bien? Est-ce un mal? Et on est très moche sur les photos. C'est pas des belles photos, on peut les annuler, les supprimer, on reprend une autre. Bon, c'est sûr qu'avant, avec
toute l'histoire de la photo, on était dans des poses très stéréotypées chez le photographe. Ensuite, on a gardé quand même un petit peu l'image. On garde encore un peu l'image surannée de voilà la famille qui se rassemble, qui fait une photo, qui donne une image de soi, une bonne image de soi. Le rapport au temps a complètement changé. Mais on voit même aujourd'hui les gamins qui s'échangent des photos qui s'autodétruisent en 10 secondes. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, le Snapchat. Snapchat, je sais pas quoi. C'est ça. Ouais. Alors là, c'est les photos un peu osées, on va dire, celles qui s'autodétruisent. Ça reste pas. Oui, c'est ça. En 2 secondes. Mais ce qui est très intéressant sur le numérique, vous le dites, c'est qu'avant les photos, c'était les parents ou les grands-parents qui les détenaient. C'était quelque chose, c'était une matière qui était noble et unique et riche. Et aujourd'hui, grâce au numérique, on peut dupliquer à l'infini ces photos. On peut photographier les photos de famille. Ce qui permet en fait de partager beaucoup plus les photos et l'histoire familiale. Oui, ce que je trouve intéressant, en effet, c'est que l'album traditionnel, c'est quelque chose pour le feuilletage intime à l'intérieur de la maison, alors que maintenant, avec le numérique, en effet, les albums, les photos peuvent être partagées, partir à l'autre bout du monde, être dupliquées, etc. Donc on sort du... Rien ne doit sortir de la famille, justement. Alors, si ce sujet vous intéresse, si vous avez envie de développer ou d'en savoir plus, eh bien, lisez le livre de Christine Olivucci qui s'appelle « Ces photos qui nous parlent » et c'est publié chez Payot. Merci d'être venu nous voir ce matin. On va continuer avec notre invité, Damien, qui sera à l'affiche d'un téléfilm qui sera diffusé demain sur notre chaîne. Très réussi, plein d'humour, adapté de l'histoire personnelle de Richard Berry. Oui, notre invité